Le piège de l'homme moderne, la pornographie. J'aimerais parler aujourd'hui d'un des pires fléaux de ce XXIe siècle, la consommation de pornographie. La pornographie, qui incite le fait de regarder passivement d'autres personnes avoir des relations sexuelles, est sûrement l'une des pires choses qu'un homme ou une femme puisse faire. Il faut tout d'abord savoir que la pornographie s'adresse principalement aux hommes, les 3/4 des utilisateurs en sont. Étant généralement plus visuels que les femmes et possédant des forts taux d'hormones plus propices à la conquête sexuelle, il est logique que les hommes soient plus représentés. Les femmes, préférant l'érotisme, la sensualité et la qualité des scénarios, sont parfois plus attirées par de la littérature érotique que l'aspect purement visuel. Toujours est-il que bien du monde consomme ce contenu de façon très régulière. L'ampleur de l'impact de la pornographie, particulièrement sur les hommes, est absolument terrible, et souvent mis sous silence. Voyons premièrement l'impact hormonal que la pornographie provoque. L'ennui principal du visionnage de la pornographie d'un point de vue du système de la récompense, c'est qu'il s'agit d'une pratique hautement stimulante, associée bien souvent à de la masturbation, contre un effort quasi nul. Or, le système de la récompense sert normalement, comme son nom l'indique, à récompenser une action ou un processus constructif qui a mené à un but. Normalement, la dopamine, neurotransmetteur du circuit de la récompense, et la testostérone, hormone masculine par excellence, servent aux hommes à aller de l'avant, à l'extérieur pour conquérir l'environnement, mêler la créativité à la connaissance pour surmonter des obstacles, en un mot, se surpasser, devenir plus qu'eux-mêmes. Donc si l'on a envie d'avoir des relations sexuelles avec une femme, la réaction normalement naturelle est de sortir dans le monde et de rencontrer des femmes, les séduire pour pouvoir peut-être arriver à ses fins. Rencontrer quelqu'un se fait donc à l'extérieur. Même à travers l'usage de sites ou d'applications de rencontres, bien que pas forcément très glorieux, il y a au moins la nécessité d'arriver à un face-à-face et d'avoir un rapport humain. C'est donc un processus qui demande des efforts conséquents, un apprentissage de l'art de la séduction, une prise de risque, etc. La dopamine et la testostérone auront joué leur rôle et la récompense associée à l'acte sexuel sera méritée et ancrera dans la mémoire des comportements positifs, de prise d'initiative et de dépassement de soi. Or, il se trouve que le cerveau humain, comme celui de tout animal, préfère toujours fournir le moins d'efforts possible pour arriver à ses fins. À moins de lui apprendre à faire autrement, le confort et la facilité d'accès au numérique, et maintenant à des poupées et autres casques de réalité virtuelle, permettent à l'homme de remplacer sa quête éprouvante par quelques clics. Le gros souci est qu'après avoir fait son affaire seul dans sa chambre devant son écran, il se produit dans le corps une libération de prolactine pour stopper la production de testostérone et de dopamine, ce qui conduit donc à une chute de dopamine. Pendant cette période, avec l'augmentation de la prolactine, se produit également une libération d'ocytocine, qui est une hormone qui favorise la liaison avec sa partenaire. Mais peut-on réellement tomber amoureux de soi-même ou de sa main ? Eh bien, c'est là tout le problème. Puisqu'il n'y a pas de partenaire réel avec qui se lier, le lien se fait donc avec l'image à l'écran. En conséquence, on voit apparaître depuis plusieurs années, avec l'utilisation abusive de la pornographie, une augmentation conséquente de la pratique du candolisme, qui est le fait de prendre du plaisir à regarder sa partenaire en train d'avoir des relations sexuelles avec d'autres personnes. De plus, la pornographie agit sur le cerveau comme toutes les drogues qui procurent une libération immédiate de dopamine sans effort préalable, et est sujette également au phénomène d'accoutumance, car les récepteurs dopaminergiques deviennent moins sensibles, ce qui réduit le plaisir ressenti. Pour pallier à la lassitude qui s'installe vite dans les contenus regardés par les utilisateurs, il va y avoir des changements de catégorie vers des pratiques de plus en plus extrêmes et contre nature, jusqu'à l'arrivée dans des sphères de violence et de comportements très dégradants, qui n'ont plus rien d'humain, mais qui relèvent plus d'un vice et d'une perversion totale. Un individu arrivé jusqu'à ces extrêmes présente une forme sévère de perversion de l'esprit, et voit son cynisme augmenter et sa perception des autres grandement changer. Souvent, ce type d'hommes sont également attirés par des groupes ou des forums comme les incels, pour célibataires involontaires, qui ont une vision basée principalement sur une objectivation des femmes, et qui leur reprochent notamment de ne pas leur permettre d'avoir de relations sexuelles avec elles, car ils s'estiment trop moches, donc exclus du marché de la rencontre. Comment ce type d'individu peut-il interagir normalement, sainement avec des personnes dans la vie de tous les jours ? À quel degré d'abandon de sa dignité doit-on arriver pour accepter ce genre de comportement ? Notons que le problème principal semble venir de l'exposition à la pornographie, qui incite à cette objectivation des femmes, alors que la masturbation, si elle est réalisée en conscience et en utilisant son imagination, ne semble pas induire de comportements malsains, si ce n'est un manque d'énergie vitale ressenti si l'éjaculation est pratiquée trop fréquemment. Dans le Tao, il est conseillé de retenir l'éjaculation grâce à la contraction du périnée et de n'éjaculer que tous les 4 jours minimum quand on a moins de 30 ans, et de moins en moins fréquemment avec l'avancée en âge. Cela n'empêche pas de pratiquer des actes sexuels plus fréquemment, mais il faudrait idéalement la retenir pour éviter de jouir trop souvent. L'utilisation abusive de pornographie rend les activités normales, comme les interactions sexuelles réelles, fades et moins plaisantes en comparaison. Le comble dans une société aux valeurs inversées, où le mensonge remplace la vérité et l'infâme remplace le vertueux, c'est que les acteurs pornographiques sont vus comme des sortes de héros modernes, ayant la vie de rêve, alors même qu'ils participent volontairement à la déstructuration psychique de millions d'hommes, et ont eux-mêmes vendu leur corps et tous principes moraux et éthiques, symbolisant parfaitement l'incapacité à contenir ses pulsions sexuelles. N'oublions pas que la pornographie est en accès libre pour les enfants et contribue à saboter la qualité de leurs présentes et futures relations avec les autres en transformant l'innocence et l'insouciance de leur esprit en machines perverties.
Voici donc l'étendue des dégâts. Nous sommes dans une société où des millions d'hommes et d'enfants ont recours à des vidéos pornographiques pour satisfaire leurs besoins primaires. D'un point de vue éthique, il semble que ces hommes fassent preuve de la plus effroyable lâcheté, en refusant d'accepter le réel but de cette envie de reproduction, rencontrer une partenaire. La faiblesse qui les constitue est également trouvée dans l'incapacité à faire face à la pulsion et donc à se maîtriser eux-mêmes. L'argument qui consiste à dire que la pornographie permet de canaliser l'agressivité des hommes est à double tranchant. Rien n'est canalisé dans leur recherche grandissante d'excitation et de perversité. La réelle canalisation de l'énergie sexuelle se fait par la transcendance de soi. Cette énergie puissante peut être redirigée vers la création, la construction, l'évolution, l'atteinte d'un but supérieur. Tout ce potentiel se retrouve anéanti avec des hommes en pyjama qui regardent du porno toutes les 3 heures et sont vidés d'énergie et pervertis. Et dire que les hommes sont des victimes de leurs instincts ou qu'ils ne peuvent gérer leur agressivité autrement qu'à travers la pornographie ou le recours à de la prostitution revient à enlever toute leur part de responsabilité. C'est à chacun de prendre les mesures nécessaires pour redevenir sain d'esprit et se maîtriser. Alors comment sortir de ce piège infernal ? Bien heureusement, comme pour toutes les drogues, il est possible de sortir de l'addiction et de clarifier à nouveau son esprit. Seulement, il faut faire preuve d'un courage extraordinaire, surtout dans les premiers temps. Effectivement, il suffit d'un moment d'égarement et de 2 clics pour se revoir sombrer dans les méandres du passé. Il faut alors absolument développer une excellence morale qui serve de guide dans tous les moments et surtout les moments de faiblesse. Car le piège se trouve toujours dans le petit moment où l'esprit est affaibli. Une peine, une frustration, une mauvaise journée suffit à faire oublier à l'homme médiocre ses convictions et craquer à nouveau. Il faut créer une discipline de fer et la nourrir d'une image de soi dans un futur proche conquérant et ayant vaincu cette addiction. Et parallèlement, il peut être utile de cultiver le dégoût de son image du passé. Évidemment, comme lors de tout changement et prise de nouvelles habitudes, les rechutes existent, mais il ne faut pas s'en faire. L'essentiel est de pousser toujours plus loin la discipline. Le héros moderne est celui qui est capable de renoncer à toutes ces petites choses qui nous séduisent et que nous faisons machinalement, mais nuisent à notre bien-être physique et mental. Prendre un peu de recul sur nos habitudes permet de réaliser qu'elles sont souvent contre-productives. Plus nous nous accordons de temps de réflexion et d'observation, plus nous devenons lucides sur nous-mêmes. La méditation, la pratique de l'état de pleine conscience, qui est le fait de réellement vivre une situation, questionner ce que l'on voit, ce que l'on entend, ce que l'on sent, ce que l'on ressent, permet une reconnexion à notre être profond et à la possibilité d'un avenir meilleur. Et justement, avoir un idéal sur ce que doit représenter notre place dans le monde est la clé pour passer au-delà de nos addictions basiques. Cette société de paraître et de hiérarchie laisse penser à des individus faibles d'esprit qu'ils n'y ont pas leur place. Mais il n'est pas question d'apparence physique ni de richesse, mais de grandeur d'âme et de puissance d'idéal. Ce sont ces facteurs qui influencent une destinée, et pas un visage que l'on juge peu harmonieux ou une calvitie naissante. Cessons d'être aussi préoccupés par des apparences futiles et laissons à d'autres le loisir de nous juger. Soyons obsédés avec la quête de notre amélioration perpétuelle, vers la réalisation de nos idées et de nos projets, et la vie nous sourira et nous donnera tout ce qu'elle peut donner. Car tout n'est qu'intention et énergie mise dans nos actions et nos pensées. Il faut dépasser la simplicité des modèles que la société nous propose, dépasser les rigidités mentales que nous nous imposons pour accepter l'impossible, pour entrevoir l'évolution. Retrouver cette dignité qui rend la pensée même de regarder d'autres personnes s'adonner à des ébats sexuels impossibles. Dans cette spirale d'évolution perpétuelle, les pièces se mettent en place les unes après les autres, faisant de nous des êtres constamment changeants, évoluant, dépassant nos limites pour finalement se demander s'il existe des limites à l'esprit libre. La transcendance de nos besoins primaires est la clé vers l'élévation de l'être à des degrés supérieurs. L'énergie sexuelle est un cadeau fabuleux, et au lieu de l'utiliser pour notre propre destruction et perversion, faisons-en une arme de construction et de renforcement de notre être. Les témoignages d'hommes ayant réussi à inverser le cours de leur vie après avoir maîtrisé leurs pulsions sexuelles et arrêté la consommation de pornographie abondent. Il n'y a aucun mal à s'inspirer d'eux, se rendre compte que c'est possible et que ça peut changer une vie. C'est un devoir absolu de l'homme cherchant à devenir exemplaire sur tous les plans de son être que de se maîtriser et ne jamais céder à l'infamie et à la facilité.